Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit point lecture où je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus. Le premier livre que j'ai lu c'est Journal d'un morphinomane. C'est sorti en 2013 aux éditions Alia, mais c'est un écrit qui date de 1896. Alors oui, là on n'est plus du tout dans le monde merveilleux et féerique du pays des contes, mais moi j'aime aussi beaucoup des auteurs plus crus, plus trash, plus vulgaires, comme Charles Bukowski ou Virginie Despentes. Bref, j'aime bien les écrits un peu plus sombres et torturés. Et donc du coup j'avais très envie de lire ce récit très mystérieux et très triste et très mélancolique, qui n'est pas un roman, puisqu'il s'agit finalement d'une partie d'un journal intime qui a été écrit par un médecin qui est resté anonyme, donc un médecin du 19e siècle qui était addict de la morphine. Ce médecin, en plus de consommer une très grosse quantité de morphine chaque jour, était en plus un obsessionnel de l'écriture et de son corps, de sa santé physique. Du coup, il a consigné avec beaucoup de soin chaque jour de sa vie pendant plus de 15 ans. Là, on est sur un tout petit livre qui représente vraiment une infime partie du journal intime du médecin. Un tri a été effectué et il y a pas mal de passages qui sont passés à la trappe pour ne garder uniquement ce qui a trait à l'addiction. Du coup, on a cette impression dans ce récit de quelque chose de très coupé, de très hachuré, avec de longues périodes où il n'y a rien. Donc dans ce petit livre, on va retrouver 15 ans de morphinomanie, avec des textes très courts du médecin, très incisifs, très bruts, très réels, de tout ce qu'il consomme avec une précision presque chirurgicale, vraiment. Il va l'écrire chaque jour, à telle heure, je me suis injecté tant de quantité de morphine, quels sont les effets qu'il ressent, quels sont les symptômes au niveau de son corps, quels sont les effets secondaires. On va aussi le voir tenter de lutter contre cette addiction. On va le voir écrire, vraiment on voit des choses très concrètes. Je sens que c'est en train de me tuer. Je ne suis plus capable de faire quoi que ce soit à part m'injecter de la morphine. J'en ai besoin de toujours plus. Et pourtant ça me fait de plus en plus de mal. Donc là, demain je vais essayer de réduire, etc. Donc on va avoir aussi ça, cette prise de conscience au fur et à mesure. Il sait que c'est mal pour lui, mais on va le voir aussi qui cède et qui ne peut pas s'arrêter. On va voir aussi évidemment toute sa solitude, puisque personne n'est au courant de son addiction. C'est un médecin qui continue à exercer et dont personne n'a jamais eu de soupçon. Donc c'est assez dingue. Parce que au vu des symptômes qu'il décrit et des douleurs qu'il a, il devait vraiment ressembler à un cadavre ambulant. Voilà, c'est un écrit très difficile et évidemment la fin du journal marque sa mort. C'est un écrit qui est très répétitif et finalement pas agréable à lire en tant que tel. C'est un journal intime, il n'y a pas de fioriture, il y a la réalité pure et brute et brutale de la vie de cet homme. On va voir son corps, on va vraiment voir son corps se détériorer, c'est tellement décrit avec précision qu'on le voit quand on le lit, on a l'impression d'être avec lui. Et on va le voir souffrir pendant tous les jours, pendant 15 ans. C'est un livre qui est pas forcément facile à lire, dans le sens psychologique, mais c'est un écrit qui est important et qui a surtout été important quand il a été publié au 19e siècle, puisqu'il y a énormément de médecins justement au 19e siècle qui étaient tombés dans ce piège de la morphine. Et d'ailleurs à ce sujet, il y avait une très bonne mini-série qui s'appelait A Young Doctor's Notebook, avec Daniel Radcliffe qui jouait justement un médecin qui devenait complètement addict à la morphine. Je sais pas s'il en est inspiré ou pas, mais c'était une bonne mini-série que je vous conseille si vous avez pas envie de lire ce récit mais que le sujet vous intéresse. C'est vrai qu'aujourd'hui la morphine c'est peut-être plus vraiment d'actualité, c'est peut-être plus une des drogues les plus utilisées. Il y a peut-être pire comme drogue aujourd'hui, mais à l'époque, voilà, c'était vraiment un vrai fléau et les médecins pouvaient tomber dedans vraiment en un claquement de doigts puisqu'ils étaient tout le temps réapprovisionnés vu qu'ils étaient médecins. Mais c'est quand même un récit qui est d'actualité et où on peut transposer cette drogue avec n'importe laquelle d'aujourd'hui en fait. Donc c'est assez éprouvant à lire. Heureusement que c'est un tout petit livre qui fait pas 500 pages parce que sinon ce serait atroce. Voilà, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé lire, c'est un sujet qui m'intéresse, j'aime bien lire ce genre d'écrit. On continue avec Une rose au paradis de René Barjavel. J'ai lu l'édition Pocket sortie en 2006, mais c'est un livre qui a été écrit en 1981. Barjavel. Alors après avoir moyennement aimé Ravage mais adoré La Nuit des Temps que j'ai lu l'année dernière pour le Cold Winter Challenge,
Voilà, j'avais besoin de lire un autre livre pour me faire une opinion un peu plus précise de l'auteur. L'histoire se passe en France, dans un futur pas si éloigné, où les bombes U sont devenues très bon marché, très petites, et tout le monde en a. Tous les dirigeants possèdent des bombes U, les sociétés, les entreprises possèdent des bombes U, des particuliers possèdent des bombes U, tout le monde a des bombes U. Je vais arrêter de le dire. Et ce sont des bombes encore plus destructrices que les plus grosses bombes qu'on possède actuellement. Ces bombes sont donc devenues un moyen de chantage et de pression. Or, si une seule de ces bombes venait à péter, ça ferait une réaction en chaîne vu qu'il y en a tellement et ça probablement anéantirait toute la planète. Or, lors d'une manifestation contre ces bombes, eh bien, il y en a une qui va exploser et qui va entraîner la réaction en chaîne tant redoutée et toutes les bombes vont exploser, ce qui va complètement dévaster la planète. Une des manifestantes qui s'appelle Lucie va miraculeusement être sauvée avec son mari et on va la retrouver 16 ans plus tard dans un bunker très profondément sous terre. Dans ce bunker qui s'appelle l'Arche, ils sont technologiquement assez avancés, ce qui fait qu'ils ont tout ce qu'il leur faut pour vivre dans le bunker. L'idée de base m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup ce genre de science-fiction où on a un petit groupe qui va survivre d'une catastrophe planétaire. Finalement, c'est avant tout un livre sur les relations humaines dans un endroit confiné pendant des années et qui revisite finalement plus ou moins le mythe de la caverne de Platon. Puisqu'on a des enfants qui n'ont connu que cette arche, puisqu'ils sont nés dans cette arche, dans ce bunker, ils n'ont connu que ça, et ils arrivent complètement pas à imaginer ce que pouvait être la Terre avant. Ils n'imaginent pas qu'il puisse y avoir un monde en dehors de ce bunker, puisque eux, ils n'ont connu que ça, et pour eux, il n'y a que ça qui existe. Leurs parents essayent de leur expliquer toutes ces choses qu'ils ont perdues, le ciel, les arbres, et même si on leur donne les définitions, ils ne comprennent pas, ils n'arrivent tout simplement pas à visualiser ce que ça pouvait être, puisque c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Voilà, donc c'est une réflexion hyper intéressante qui aurait peut-être mérité d'être encore plus développée, parce que finalement le roman il est assez court, la fin arrive assez vite, et moi j'aurais peut-être aimé encore que ça prenne encore plus son temps, qu'on reste encore plus longtemps dans l'Arche et qu'on parle encore plus de cette idée de confinement et de comment vivre quand on a connu que ça. Mais c'est quand même ça a été une très bonne lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé, peut-être pas autant que La Nuit des Temps, mais en tout cas beaucoup plus que Ravage. Vous savez que j'ai beaucoup aimé le livre Le Club des Punks contre l'apocalypse zombie de Karim Berouka, et du coup aux Imaginales, j'avais pris son recueil de nouvelles Les ballons dirigeables rêvent-ils de poupées gonflables, publié aux éditions ActuSF, sorti en 2013, et j'ai beaucoup aimé encore. On va retrouver 9 nouvelles assez différentes les unes des autres, avec des thèmes différents, avec des genres différents. Il va y avoir du fantastique, on va croiser des djinns, des fées. On va avoir une nouvelle sous la forme de réécriture de contes avec le personnage de Jack et son haricot magique, où là Jack va être une espèce d'ado qui a juste envie de dormir toute la journée, qui a pas du tout envie d'aller grimper sur son haricot, là, à la con. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle, c'était très drôle. On retrouve, tout l'humour, vraiment que j'avais adoré dans le Club des Punks. On a aussi quelques nouvelles assez dramatiques et flippantes. Il y en a une sur un tueur en série qui est assez énigmatique, mais hyper inventif dans la narration, j'ai trouvé. On a certaines nouvelles qui vont plus vers l'absurde, avec notamment une nouvelle où il va y avoir des sosies de stars qui vont apparaître dans le métro, pareil, c'est encore... plein de nouvelles vraiment très bizarres, dont certaines m'ont vraiment fait marrer et dont j'aurais vraiment voulu lire plus, notamment celle avec Jack. Voilà, l'auteur se fait vachement plaisir avec ses nouvelles, et il tente plein de choses différentes, plein de genres différents, tout en gardant... ce qui m'avait plu dans le Club des Punks avec son côté un peu irrévérencieux, assez franc. La nouvelle que j'ai préférée, c'est une nouvelle avec des fées. Ça se passe au siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, où les fées sont en guerre avec les humains. Les humains essayent d'exterminer toutes les fées et les créatures magiques qui existent sur Terre. Ils enferment les fées en les torturant dans des lampadaires, et du coup les fées produisent de la lumière, et donc ce sont ces fées qui éclairent la ville. J'ai vraiment adoré cette nouvelle, et s'il y en a une que j'aimerais voir
voilà, un peu plus développée en un roman, c'est vraiment celle-là. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, ce sont des nouvelles très très courtes, il se lit très très vite ce livre, donc j'ai vraiment beaucoup aimé, et du coup, faut absolument que j'achète Fée, oui, des guillotines. Ensuite, j'ai lu Le BGG de Roald Dahl. C'est un petit roman jeunesse sorti en 1982. De l'auteur, moi je n'avais lu que Charlie et la chocolaterie, que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, Roald Dahl c'est un très grand auteur jeunesse et j'avais envie d'en lire un peu plus. Le BGG, il a été adapté en film il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, par Steven Spielberg, film que je n'ai toujours pas vu. J'ai vraiment beaucoup aimé le BGG, il va très vite à lire, il est vraiment adorable, et même pour les adultes, moi j'adore, hein. Moi j'adore lire ce genre de livres, même si c'est pour les enfants quoi, c'est top. On retrouve le personnage de Sophie, qui est une orpheline qui, une nuit, alors qu'elle regarde par la fenêtre, va voir une espèce de géant qui se balade dans la rue avec sa trompette. Et c'est donc le BGG, le bon gros géant. Et comme il a vu que Sophie l'a vu, il n'a pas d'autre choix que de l'emmener avec lui, donc de la kidnapper quoi. Et il l'emmène avec lui dans son pays, le pays des géants. Heureusement, le BGG, il est gentil, il ne mange pas les enfants comme ses congénères, les autres géants. Non, lui, il ne se nourrit que de schnocombres. Ça m'a fait trop marrer, c'est des espèces de... je sais pas, de légumes qui, dans ma tête, ressemblent à des concombres, mais en gris, en tout gluant et en dégueulasse, apparemment, c'est vraiment, vraiment dégueulasse. Et il passe toutes ses nuits à souffler des rêves aux enfants avec sa trompette. Normal. Les autres géants, eux, toutes les nuits, ils vont bouffer des enfants un peu partout dans le monde, donc du coup, le BGG doit cacher Sophie dans sa grotte, parce que sinon elle va se faire bouffer par les autres. Mais maintenant que Sophie, elle sait que plein d'enfants se font dévorer chaque nuit par les géants, elle a pas trop l'intention de rester dans la grotte, elle a envie de sortir pour empêcher ces géants de manger d'autres enfants. Elle veut aller prévenir la reine. J'ai adoré cette histoire, l'écriture de Roald Dahl est hyper fluide. Les mondes qu'il construit sont vraiment toujours magiques et il sait raconter des histoires, quoi. Évidemment, j'ai adoré le personnage du géant qui a une façon hyper particulière de parler, il est trop drôle, j'ai adoré lire sa façon de parler. Parce qu'en fait, il fait tout le temps des erreurs malgré lui, des jeux de mots malgré lui. Et là, pour le coup, franchement, je suis assez impressionnée de la traduction parce qu'ils ont réussi, je sais pas ce que ça donne en VO, mais ils ont réussi à faire plein de jeux de mots vraiment à la con avec tout ce qu'ils racontent. Donc c'est très réussi. Bon, en revanche, Sophie, elle est un peu chiante, hein. Elle arrête pas de le reprendre, justement, le BGG, et de lui dire « Maintenant, c'est pas comme ça qu'il faut parler, gna 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 gna. » Elle était trop chiante, j'avais envie de lui mettre des tartes. Mais bon, au fur et à mesure du roman, ça s'améliore. Et finalement, c'est une très jolie histoire d'amitié entre un géant et une petite fille. On termine avec La 8e couleur, un roman de Terry Pratchett. Ce roman est sorti en 1983 et il s'agit du premier tome de sa saga Les Annales du Disque Monde. Ça y est, je me suis attaquée à du lourd, enfin. Terry Pratchett, c'était le grand monsieur de la fantaisie parodique et humoristique. C'est vraiment un écrivain dont on ne peut pas passer à côté, c'est un écrivain qu'il faut avoir lu quand on est fan de littérature, de l'imaginaire ou de fantaisie, c'est obligé. Moi j'avais lu qu'un tout petit livre de lui, mais vraiment ridicule, ça faisait 25 pages, ça s'appelait Drame de troll, donc je me disais c'est un peu la honte, il faut quand même que je commence un peu à lire du Terry Pratchett quoi. Faut dire que je suis pas non plus hyper emballée par la fantaisie parodique ou humoristique, c'est vrai que c'est pas vers quelque chose que j'ai envie de me tourner spécialement, mais quand même j'avais bien aimé Drame de troll, j'avais bien aimé l'humour de Terry Pratchett qui était assez subtil, donc du coup voilà, j'avais quand même plutôt bien envie de lire ce livre. Les Annales du Disque Monde, c'est la grosse série de Terry Pratchett qui se compose de 35 tomes. Il y a aussi pas mal de hors-série, si on peut dire, qui se passent dans le même univers, donc qui se passent sur le Disque Monde. Dans cette série de livres, l'action se déroule dans un monde en forme de disque. Donc c'est un monde tout plat, supporté par 4 éléphants reposant eux-mêmes sur une tortue qui s'appelle Atuin et qui voyage sans fin dans l'espace. Dans ce premier tome, on se situe dans la cité de Ankh-Morpork, où on va suivre le personnage de Rincevent, qui est un mage pas très doué parce qu'il ne connaît qu'un seul sortilège. Et en plus, il sait pas ce que c'est. Ce Rincevent va se retrouver à protéger 2 fleurs, un personnage assez naïf, très très naïf,
hyper drôle, qui n'arrête pas de s'attirer toute une foule d'ennui, et pour cause, c'est un touriste. Il vient d'une autre partie du disque monde et il se balade incognito, tranquillement, en mode touriste, avec son coffre-fort qui a des petites pattes et qui marche. Coffre-fort blindé de grosses pièces d'or qu'il n'hésite pas à distribuer à droite à gauche parce qu'il connaît rien du tout au prix des choses qu'il veut acheter dans cette nouvelle cité qu'il ne connaît pas. Du coup, il se fait carrément enfler partout, et voilà, il est très naïf comme personnage, et il est génial. Comme tous les touristes, il veut tout prendre en photo, il veut tout voir, il fait pas gaffe, du coup il se met tout le temps dans des situations assez dangereuses ou complètement ridicules. Ça donne lieu à des situations assez hilarantes. Du coup il va se retrouver avec la guilde des voleurs et celle des assassins à ses trousses, donc Rincevant va essayer de le protéger coûte que coûte. Donc ça fait une fine équipe de bras cassés, et ils vont se retrouver voilà, à visiter des lieux différents, à affronter divers dangers. C'est un tout petit tome, mais très chargé, et on comprend vraiment que Pratchett a dès le début en tête un univers hyper complexe et hyper bien construit, bourré de références qui va évidemment laisser la place à des tonnes et des tonnes d'histoires différentes avec plein de personnages différents. Donc voilà, les Annales du Disque Monde, c'est pas forcément que les aventures de Rincevant ou que les aventures de Deux Fleurs, on va aussi avoir plein d'autres personnages qui auront leur propre histoire. J'ai beaucoup aimé cette lecture, je dois avouer que c'était un peu difficile au début. J'étais un peu perdue parce que je suis pas habituée à ce genre de fantasy, vraiment y a rien auquel on peut se raccrocher puisque tout est nouveau. C'est un monde nouveau, dans un univers nouveau, avec des personnages nouveaux, avec des noms complètement chelous, des lieux complètement chelous, des créatures complètement dingues. Donc on se sent un peu perdu. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on va comprendre de plus en plus ce qui se passe, quels sont les personnages, quels sont les lieux, comment ça fonctionne, etc. Et du coup, on va se mettre vraiment dedans, et au final, on va lire très vite ce petit tome. J'ai adoré les personnages, Rincevant, le mage, il est génial, Deux Fleurs, il est génial, et surtout, en fait, l'humour de Terry Pratchett est juste... c'est génial. Il y a vraiment beaucoup de moments dans le livre où je lisais et je souriais bêtement toute seule, ou alors carrément je me marrais. Donc ça arrive vraiment pas souvent. Et en plus de ça, vraiment l'écriture est au top. Terry Pratchett a une très belle plume. C'est complexe sans être compliqué. C'est hyper bien construit, c'est riche, c'est génial quoi. Donc j'ai vraiment envie de lire la suite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère vous avoir donné envie de lire des livres. Si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et pareil, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas non plus à me les noter dans les commentaires, j'irai jeter un œil. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous ou à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et plein d'autres, tous les liens sont dans la description. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Je trouve pas le mot que je veux dire. Une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, mais quand même j'avais bien aimé Drame 2.